Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. C'est la dernière de la saison pour les rencontres des savoir-faire et aussi pour les nouvelles perspectives artisanales. Alors habituellement, c'est Marc Bayard qui se charge d'introduire le sujet et de me passer la parole. Mais Marc n'étant pas là, il est excusé, hein, ne vous inquiétez pas, il a un mot de ses parents. Je vais donc m'introduire moi-même, ce qui est un exercice un peu difficile, mais je vais essayer de m'en sortir en bon équilibriste que je suis. Donc nous sommes effectivement au terme de ces rencontres des savoir-faire et pour conclure ce cycle de rencontres, nous avons souhaité interroger le futur. Alors nous n'avons pas invité Madame Irma, nous n'allons pas faire de voyance ce soir, mais nous allons essayer collectivement de nous projeter sur l'avenir des savoir-faire et d'imaginer ensemble leur capacité à d'abord être contemporains et puis aussi à faire le futur, à construire en fait notre avenir commun. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois invités de marque qui sont chacun à leur manière en lien avec l'artisanat, alors plus ou moins selon leur expérience, mais ils ont tous un lien avec l'artisanat. Je vais commencer par Lauriane Aubry, pardon, je vais commencer par Lauriane Aubry, désolé d'avoir fourché sur ton nom. Lauriane Aubry, qui est artiste lissière. Nous en saurons un petit peu plus au courant de cette rencontre, mais Lauriane, tu connais bien ce lieu dans lequel tu as fait ta formation et tu as passé plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, tu as une pratique d'artiste et de créatrice autour de la question du numérique et de la tapisserie. Je vous fais un petit teaser, nous allons rentrer dans les détails un peu plus tard. À ses côtés, j'ai le plaisir d'accueillir José Fonseca. José, bonjour. José, tu es compagnon menuisier, tu es directeur de la Fondation Coubertin, Atelier Saint-Jacques et Fonderie de Coubertin. C'est un lieu magnifique que je vous invite à découvrir pendant les Journées du patrimoine et dont nous aurons quelques beaux visuels aujourd'hui. Un lieu où l'excellence des savoir-faire rencontre l'élévation spirituelle. Là aussi, je vous laisse imaginer la suite. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et puis, juste à ma gauche, j'ai Léo Sexer. Bonjour Léo. Léo qui est designer prospectiviste, qui travaille au sein du bureau d'études Carbone 4. Designer prospectiviste, peut-être que ce terme ne vous est pas familier. C'est justement pour ça que nous allons très vite donner la parole à nos amis pour préciser justement tous ces différents termes. Alors voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'accélération technologique des métiers de l'artisanat est sans précédent depuis le 19e siècle, depuis la révolution industrielle, mais cette vérité est encore plus frappante depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'après-guerre, où la mécanisation des ateliers a été suivie par la numérisation, la fameuse transition numérique. Et aujourd'hui, on parle d'IA à tous les coins de rue. On a l'impression que ça y est, l'IA est au quotidien partout autour de nous. Et évidemment, l'artisanat, comme le reste de la société, s'en trouve impacté. Cette évolution, pourtant, nous laisse une drôle d'impression parce que dans l'inconscient collectif, l'artisan est toujours cette image que moi j'appelle le syndrome de Geppetto, cette image de l'artisan d'un 19e siècle fantasmé où on travaillerait encore tout à la main, avec des outils affûtés, longtemps, dans des ateliers silencieux. Et la réalité, c'est que dans les ateliers des uns et des autres, ça a bien changé depuis cette époque fantasmée. D'ailleurs, a-t-elle seulement existé, cette époque-là ? Donc pour en parler justement, je souhaiterais qu'on rentre dans le vif du sujet. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner la parole à chacun. Et commencer par toi, Lauriane. Mais avant de parler de l'origine des savoir-faire, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ton atelier ici ? On est au Mobilier National, dans la belle salle Lebrun, mais c'est difficile d'imaginer dans quelles conditions vous travaillez les uns les autres. À quoi ça ressemble ton atelier, où tu es installé aujourd'hui ? Bonjour à tous et à tous. Mon atelier il est situé dans le nord de Paris, métro Jaurès. C'est un bâtiment d'une dizaine d'étages qui est une structure partagée. Donc on a aussi bien des startups, des entreprises, des associations et d'autres créatifs. Et donc moi je suis au 10e étage sur un plateau où il y a d'autres praticiens du textile qui sont présents. Et mon atelier en fait c'est pas du tout ce qu'on pourrait voir, peut-être si vous avez aussi les images, on a sur la
sur le PowerPoint précédent, il y avait l'image d'un grand métier à tisser qui représente un métier de haute lisse. Donc c'est typiquement ce genre de lieu très grand, très monumentaux. Moi, mon atelier, c'est un peu l'inverse. C'est une structure qui fait 8 mètres carrés, sur laquelle il y a un métier de basse lisse qui a une emprise au sol de 1 mètre carré. J'ai une table, j'appelle ça mon pôle coloration végétale, où en fait, il y a une plaque chauffante mobile avec une casserole, des ustensiles de cuisine, des colorants, des matières sourcées, et puis une table sur laquelle j'ai plutôt un pôle numérique, où là, ça va être mon ordinateur, une tablette, un kit Arduino Playtronica qui me permet, en encodant des choses, de donner des ordres à une machine pour créer des actions. Et en fait, ça montre que dans mon parcours qui a été d'être 10 ans à la Manufacture des Gobelins, d'apprendre à faire de la tapisserie et à un moment de décider de partir, je ne suis pas rentrée dans un scénario où l'idée était de me mettre à mon compte et de faire exactement la même chose que ce que je produisais en atelier, mais plutôt de me situer dans une autre démarche qui est un petit peu particulière, qui est la recherche-création, où là, je vais prototyper et je vais m'intéresser à la fois à fournir une histoire de la tapisserie pluricentenaire avec le regard de la technique et en même temps interroger ce que peut être la tapisserie à notre époque sur sa forme et son usage. Donc c'est plutôt une sorte d'atelier hybride qui n'est pas dans la démonstration de la production, mais vraiment dans la recherche. Alors attends. Là, on est déjà parti très loin dans le futur et je te remercie parce que c'est justement le sujet de cette rencontre. Mais on est passé un peu vite sur ce que c'était que le métier, le savoir-faire de lissier, lissière. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment traditionnellement, et toi tu as appris dans la tradition, ça se pratique la basse lisse ou la haute lisse? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre les deux, s'il te plaît? Oui, tu fais très bien de le noter. C'est vrai qu'il y a un terme, c'est la tapisserie de lisse. Avant de parler du type de métier, il y a déjà une particularité, c'est que on produit des objets comme vous avez sous les yeux, qui sont des tapisseries qu'on suspend au mur, mais c'est très différent de ce qu'on imagine souvent quand on parle de tapisserie et qu'on imagine plutôt les métiers jacquard, où on a ce système de nappe de chaîne qu'on ouvre et on lance les navettes. La tapisserie de lisse, ça a ce principe similaire d'une chaîne qui est tendue sur laquelle on va construire une trame par des fils qu'on place à la perpendiculaire, mais c'est pas du tout la même histoire et ce sont pas les mêmes métiers, puisque moi je vais utiliser soit un métier de haute lisse, qui est donc un métier à la verticale, vous en avez donc une photo juste tout en haut, soit un métier de basse lisse, qui est un métier à l'horizontale. Et la grande différence avec le métier jacquard, c'est qu'on n'a pas des navettes qui traversent les fils de chaîne et qui construisent un tissu de manière ininterrompue et continue, mais c'est nous, avec nos mains, nous allons chercher fil à fil les fils de chaîne et on crée un motif qui est interrompu et discontinu. C'est-à-dire que si par exemple je dois représenter un arbre, je vais aller construire mon arbre et faire les allers-retours uniquement sur le motif de mon arbre et puis à un moment je passerai à côté pour construire une autre forme. Et c'est une différence qui est importante pour comprendre ce que c'est que la tapisserie de lisse, parce que souvent on fait un amalgame quand on parle de tapisserie, on pense que c'est une même histoire continue, avec notamment le côté mécanisation, automatisation, et qu'il y a eu la tapisserie de lisse et après les métiers jacquard, alors qu'en fait c'est deux histoires très différentes. Les métiers jacquard, c'est l'histoire des canuts à Lyon est déjà une forme d'industrialisation et d'automatisation. La tapisserie de lisse, elle, n'a jamais touché à l'industrialisation et elle n'a jamais été dans les mêmes processus d'automatisation et de création industrielle. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Ça répond plutôt bien à la question, merci. Mais pour autant, je serais aussi curieux de savoir ce qui t'a amené vers ce métier qui est un métier certes noble et tout à fait passionnant, mais ce n'est pas non plus le métier dont on rêve quand on a 4-5 ans. J'imagine que tu n'es pas né avec cette obsession en tête. Quel est ton parcours avant d'arriver à la tapisserie ? Alors j'ai fait une première formation à la sortie du bac qui était pour être décorateur et étalagiste merchandiser, donc pas grand chose à voir avec la tapisserie, mais j'aimais quand même l'idée déjà de créer dans la contrainte. Et une fois diplômée, je me trouvais beaucoup trop jeune pour arriver sur le marché du travail. Je sentais que je manquais d'expérience et c'est en cherchant sur Internet une formation pour poursuivre mon parcours où je suis tombée sur le site du Mobilier National et je suis tombée amoureuse de la formation. C'était l'idée que pendant 4 ans, on nous apprenne un savoir-faire spécifique, qu'on ait des cours de dessin, qu'on ait des cours d'histoire de l'art, qui n'est pas une effusion d'autres disciplines à apprendre. C'était vraiment tout l'inverse de moi, le type de formation que je venais d'avoir.
Et en fait, je pense que je ne suis pas tombée amoureuse vraiment de la pratique tapisserie, mais c'est plutôt une histoire de rencontre où mes collègues ou les formateurs et formatrices avaient une passion. On ne parlait pas que de tissage, on parlait couleurs, on parlait création d'images, on parlait forme. Et ça a infusé et ça m'a donné envie d'en faire ma carrière professionnelle. Merci Lauriane. José, le micro est à toi et j'imagine que ce témoignage t'est familier parce que la Fondation Coubertin, les Ateliers Saint-Jacques, c'est un lieu particulier. Vous y faites de la production, donc vous travaillez pour des prescripteurs de renom sur des projets absolument incroyables contemporains. Vous travaillez également sur du patrimoine. Vous avez restitué la grille de Versailles. Je n'ai pas dit restaurer, j'ai bien retenu la leçon. Vous avez restitué la grille de Versailles notamment. Ça, tout le monde l'a vu probablement. Mais vous travaillez aussi sur des très grands chantiers d'hôtels particuliers. Et vous avez une spécificité, c'est que vous accueillez des boursiers. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce lieu qui est assez magique quand même et nous expliquer ce qui fait sa singularité? Alors la fondation de Coubertin est née de la rencontre en 1950 de Yvonne de Coubertin, qui était la dernière occupante du domaine que la famille a habité pendant un peu plus de 370 ans. Et n'ayant pas de descendance, elle s'est mise en réflexion sur le devenir de ce lieu avant que la famille ne se le déchire. Et elle a rencontré les compagnons du devoir à travers Jean Bernard, qui en était le président à l'époque. Jean Bernard qui, au-delà d'être compagnon tailleur de pierre, avait une fibre très artistique puisqu'il était le fils de Joseph Bernard, artiste de la fin du 19e, début du 20e à Boulogne-Billancourt, là où son atelier est encore d'ailleurs, inoccupé mais encore présent. Et ils ont imaginé un lieu dans lequel donc, des jeunes femmes et des jeunes hommes pourraient venir parfaire leur formation technique, leur métier à connotation plutôt traditionnelle dans le bois, le métal, la pierre et le bronze, avec une ouverture sur l'art et la culture. Donc ils ont d'ailleurs choisi un modèle qui est tout à fait singulier, comme tu le soulignais, Grégoire, puisque ce n'est pas une école, un lycée ou un centre de formation courant, dans la mesure où ils ne font pas des pièces d'entraînement. Ils travaillent au quotidien sur des projets, comme tu l'as souligné, pour chacun des 4 ateliers. Et durant les 12 mois qu'ils passent à la Fondation de Coubertin, nous divisons le groupe, là ils sont 36 en ce moment, nous divisons le groupe en deux. 18 des jeunes se trouvent actuellement à l'atelier, en train de travailler sur des projets dans leurs métiers respectifs. Dans certains de ces projets, il y a bien sûr de la collaboration entre les différents corps de métier, puisque nous avons beaucoup de projets bois-métal, pierre-bois, mais sinon, dans l'idée, ils restent dans leur métier. Pendant ce temps-là, les 18 autres jeunes sont en cours, et là, ils ont des matières plutôt donc, générales et très artistiques et culturelles. Et donc, ils ont des cours de dessin, de peinture, de calligraphie, de modelage, de photographie, d'architecture du patrimoine. Tout ça pourrait effectivement leur permettre de toucher du doigt des compétences, des cordes supplémentaires. Ensuite, bien évidemment, en 12 mois de temps et 6 mois de cours, 6 mois d'atelier, toujours difficile de rentrer dans le cœur de chacun des sujets, tellement la matière est vaste, les métiers sont vastes, et puis chacune de ces matières peut apporter des compétences formidables. C'est leur donner envie d'aller plus loin, c'est leur donner envie de rajouter quelques couleurs à leur palette, et puis toujours dans la pratique de leur métier d'origine, mais de pouvoir développer un peu plus d'aisance, de créativité sur des métiers qui sont somme toute assez techniques. Donc la Fondation, depuis 75 ans, et d'ailleurs à travers ce modèle, elle a été reconnue d'utilité publique en 1973, continue à nourrir donc, cette idée qu'effectivement donc, le fait de permettre à des jeunes femmes, à des jeunes hommes de vivre une expérience comme celle-ci contribuera, et contribue aujourd'hui déjà, à pérenniser les savoir-faire, à faire perdurer les métiers, et puis en plus de ça, à répondre donc aux demandes qui nous sont faites, que ce soit des artistes, des décorateurs, des designers, des architectes, ou bien des commandes publiques, puisque nous travaillons beaucoup pour le château de Versailles, pour le musée du Louvre. Nous venons de terminer de poser les grilles côté quai François Mitterrand pour celles et ceux qui les ont aperçues ces derniers mois. Il y en avait des provisoires. On a d'ailleurs rajouté une grille qui n'était pas prévue au premier étage récemment.
Et du coup, donc, Notre-Dame de Paris, puisqu'on a eu le bonheur de faire la chasse reliquaire pour la couronne du Christ et puis la crosse de l'archevêque. Bon, voilà, donc c'est assez diversifié, mais avec un dénominateur commun qui sont donc la matière et les métiers. Alors à Coubertin, vous avez un atelier métallerie, vous avez un atelier de menuiserie et ébénisterie, vous avez un atelier de taille de pierre, la fonderie de Coubertin, vous avez aussi un jardin de sculpture, et vous avez 5 bibliothèques dédiées au savoir-faire, et notamment une spécialisée sur l'Égypte. À quoi ça sert d'avoir des bibliothèques dans un atelier dédié à la fabrication de mobilier, certes haut de gamme, mais c'est quoi le but d'aller chercher aussi loin dans le passé des informations quand on travaille pour le présent et voire pour le futur ? Alors, elles sont indispensables dans notre approche, puisque même si nous sommes dans l'ère du numérique et que tout est accessible à travers, enfin, beaucoup de choses sont accessibles à travers Internet, il nous est important, notamment pour donner du sens au travail qui est le nôtre et respecter les ouvrages plusieurs fois centenaires qui passent entre nos mains, de comprendre comment cet ouvrage a été réalisé, de savoir pourquoi tel assemblage a été choisi, pourquoi telle section, pourquoi telle proportion. Et même si effectivement beaucoup de ces réponses, les jeunes et les encadrants, puisqu'aujourd'hui la Fondation de Coubertin c'est 160 salariés au total sur les 4 ateliers, le musée et le domaine, même si les permanents sont là aussi pour accompagner les jeunes et leur donner du sens et des explications, mais il nous est important, comme je le disais, pour donner du sens à ce que nous faisons, de comprendre et de respecter les choix qui ont été faits à l'époque et de les faire et de les appliquer à travers les travaux de rénovation, de restauration. Quand on a une commande sur des projets contemporains, des projets neufs, que ce soit à travers des artistes comme Anselm Kiefer, Haroumi, ou alors des décorateurs comme Joseph Diran, avec lequel nous travaillons beaucoup, là, notre rôle est de répondre au plus près de la demande du décorateur ou du client final, avec beaucoup de respect sur la matière, sur son utilisation, et puis aussi faire en sorte que cet ouvrage passera les siècles, en tout cas, donc qu'il soit pérenne. Quand on travaille sur de la restauration ou de la restitution pour la grille royale, il nous est important d'utiliser les mêmes méthodes, les mêmes savoir-faire qu'au XVIIe, au XVIIIe. Et ces bibliothèques, j'en viens à la réponse quand même, et ces bibliothèques permettent effectivement d'aller chercher, et c'était le cas pour la grille royale du château de Versailles, quelles étaient les méthodes de forge du XVIIe, du XVIIIe, quelles étaient des techniques de repoussage sur métal, pourquoi telle section, pourquoi c'était doré, puisque pour appuyer une anecdote sur cette grille qui a été restituée en 2008. Elle a été démontée à la Révolution française puisqu'elle était signe du pouvoir, elle n'a jamais été retrouvée et nous n'avions aucun plan. Le château de Versailles n'avait aucun élément. Les archives de la ville de Versailles nous a donné 2 illustrations d'époque et sur les 18 mois de travaux, 6 mois ont été dédiés à tout redessiner et à faire valider aux architectes des bâtiments de France et au château de Versailles. Et pour ce faire, les bibliothèques nous ont énormément aidés sur l'ensemble de la conception, du dessin et de la réalisation, puisqu'on a retrouvé le type de fer pur qui avait été utilisé donc, à cette époque-là. Nous avons retrouvé les épaisseurs de métal pour le repoussage et les ornementations, les charnières, les quincailleries pour le portail principal, comment les serrures avaient été imaginées, puisque si nous n'avons rien retrouvé sur de la grille, on a encore moins d'éléments sur la serrure. Et donc, du coup, nos compagnons ont pour le coup, se sont mis dans la tête des métalliers et ferronniers de l'époque pour se dire, ben voilà, si j'avais les outils et la matière première qu'ils avaient au 18e, ben j'aurais fait comme ça. Et donc, ces bibliothèques nous servent énormément pour donner du sens à ces travaux, enrichir également donc, les connaissances des jeunes et moins jeunes qui viennent ouvrir des ouvrages. Et si vous saviez le temps qui passe dans cette bibliothèque, moi je suis toujours ébahi de les voir ouvrir ces ouvrages, ces traités. On a la chance d'avoir un architecturat de Vitruve de 1572. On a le premier traité de serrurerie de métallerie de Mathurin-Jousse de 1624. Et je pense que ça a beaucoup de sens pour eux.
Merci beaucoup José. Alors vous étiez venu pour une conférence sur la prospective, on vient de passer 5 minutes à parler du passé, peut-être que vous êtes trompé de salle, mais non, pas du tout. En fait, je vais me tourner tout de suite vers Léo Sexer, qui est designer prospectiviste. Je pense que le témoignage de José à l'instant est quand même très éclairant sur cette culture du passé qui nous permet de mieux comprendre notre présent. J'ai l'impression que dans un effet miroir, la prospective, c'est un petit peu ça aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord à quoi ressemble ton quotidien et qu'est-ce que c'est que le prospective design, le design prospective? C'est quoi cet outil méthodologique? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. La prospective, donc, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une discipline qui existe depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a une tradition en France. Le mot prospective est même un mot français. Il y a aussi une histoire américaine de la prospective, mais la prospective, on va dire, à la française. Donc, ça a été inventé au sortir de la guerre dans les années 50, quand il fallait reconstruire le pays après la guerre et arriver à se projeter dans le long terme. Pour se projeter dans le long terme, en fait, il y a plusieurs approches du futur. On peut prolonger des courbes, on peut se dire, effectivement, on regarde ce qui s'est fait avant, on prolonge des courbes, et on fait une prédiction. Donc ça, c'est des déterministes. On regarde des données, on prolonge la courbe et on se dit, il y a des chances que ça soit comme ça. On peut faire de la science-fiction, donc on imagine des voitures volantes et on sort un peu des domaines de la physique. On a plusieurs approches possibles. La prospective, c'est une approche raisonnée du futur qui n'est pas de la prédiction, mais qui prend en compte plusieurs futurs possibles. Et plusieurs futurs, dans mon cas, moi je travaille dans un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui est donc un cabinet spécialisé dans les enjeux énergie-climat, avec des sujets autour du monde physique. Donc on va pouvoir probablement reboucler avec le sujet de l'artisanat. Et voilà, donc des futurs qui sont physiquement possibles, et ça c'est utile dans un monde qui est incertain. Où on peut avoir du mal à se projeter sur à quoi ressemblera demain. Et donc il faut pouvoir imaginer plusieurs scénarios, plusieurs éventualités futures. Alors, vous avez développé d'ailleurs des modèles pour imaginer ces scénarios futurs. Il y a 4 modèles, c'est ça, que vous avez développé chez Carbone 4. Est-ce que tu peux, pour nous donner un peu une idée de la coloration de cette pensée, nous expliquer ces modèles en quelques mots et nous les nommer? Oui, bien sûr. Et peut-être je dirais aussi qu'est-ce que vient faire le design là-dedans au passage. Je te remercie, oui. Alors, en réalité, donc chez Carbone 4 et chez IF Initiative, qui est donc un département de Carbone 4 qui est dédié à la prospective spécifiquement, on développe en réalité un modèle, plusieurs scénarios et un modèle. Donc moi, mon quotidien, je pense que c'est celui qui est peut-être le plus loin de l'atelier. Autour de moi, il y a plutôt donc des bouquins, des posters avec des représentations du futur et beaucoup d'ingénieurs devant des ordinateurs. Et devant ces ordinateurs, en fait, on travaille sur un modèle qui permet de calculer à quoi pourrait ressembler le futur, selon plusieurs hypothèses qu'on va lui fournir, lui renseigner. Et ce modèle-là donc, va donner des éléments quantitatifs et qualitatifs sur à quoi pourraient ressembler ces futurs, quels seront les modes de vie, comment on va se déplacer, comment on va se nourrir. Donc voilà, ça c'est la partie modèle. La partie scénario, donc on a différents scénarios qui sont basés sur des hypothèses qu'on va lui fournir en entrée. Déjà, quel niveau de réchauffement climatique, par exemple. Ça ne vous a pas échappé que c'est un sujet, même si on en parle un petit peu moins en ce moment dans les médias. Le réchauffement climatique, il existe bel et bien. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur les activités humaines? Quel niveau de dépassement des limites planétaires? Si vous vous intéressez un peu au sujet, vous savez probablement qu'on a dépassé 7 limites planétaires sur les 9, qui sont donc les limites planétaires. C'est un cadre qui a été développé par
un centre de recherche qui s'appelle le Stockholm Resilience Center et qui définit l'espace dans lequel on peut opérer les activités humaines, toutes les activités humaines, dans un domaine de stabilité. Et si on dépasse cette limite planétaire, on rentre dans une forme d'incertitude. Et on met en tension, en danger ces différentes activités humaines. Et donc face à ça, il y a des scénarios, on dit en français des scénarios quand même, et notamment il y en a qui s'appelle Slowtech, c'est ça, qui s'appelle Equilibrium. Voilà, donc on a développé différents scénarios, et dans ces différents scénarios, il y a plusieurs composants de ces scénarios, et notamment des systèmes de valeurs, et une manière de penser une évolution différente des usages dans le futur. Si je vais donner un exemple de ce système de valeurs, ça va être par exemple le rapport au temps, le rapport à la nature, le rapport à la technique ou bien le rapport au groupe. Et typiquement, notre scénario, alors qu'on a appelé Slowtech, c'est un scénario où on s'est posé la question, et si on ralentissait, et si on inversait ce paradigme un peu d'accélération qui est vraiment propre à la modernité, pour revenir à une société donc plus lente dans tout ce que ça implique, tout en gardant un certain nombre de bénéfices que les techniques modernes ont apportés. Donc ça, c'est un scénario dans lequel on se place dans un cadre sur une trajectoire de plus de degrés à horizon 2100, donc sur un point sur cette trajectoire. On a des scénarios où, au contraire, par exemple, un scénario en l'occurrence qu'on a appelé Terra Incognita. Alors Terra Incognita, c'est pas pour rien, on rentre en terre inconnue. C'est un scénario sur un horizon plus 3 degrés horizon 2100. Et là, qu'est-ce qui se passe si finalement on continue dans les aspirations, les modes de vie, les modèles d'affaires, les organisations de société telles que c'est aujourd'hui, avec un modèle occidental où on va chercher à faire toujours plus, à produire toujours plus, sans prendre en compte la question des ressources naturelles qui sont absolument nécessaires pour toutes les activités, sans prendre en compte la question de l'impact du réchauffement climatique ou de l'érosion de la biodiversité. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si on fait ça, et quelles vont être les contraintes auxquelles on va être confronté? Merci Léo. Alors le rapport au temps, Lauriane, le rapport aux autres, le rapport à la nature et le rapport à la technologie, c'est presque une grille de lecture qui est faite pour ton travail, ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu projettes ce savoir-faire séculaire de la tapisserie dans l'époque actuelle et dans le futur? Parce que ton sujet, le travail que tu développes en tant qu'artiste, c'est vraiment de redonner une place à la tapisserie dans une société qui en a oublié les usages, qui en a oublié les pratiques. Comment tu effectues ce travail et comment tu projettes l'évolution de ce rapport à un savoir-faire qu'on pourrait penser un petit peu ancré dans le passé? Oui, en fait, je regarde déjà ce qui a été produit. On est encore dans cette thématique entre bien comprendre avant pour voir comment on peut s'ancrer aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est d'avoir un regard sur une production pluricentenaire par la technique. Le discours que vous avez autour de la tapisserie de Lys, c'est essentiellement un discours qui va être celui des historiens et des conservateurs, qui sont complètement légitimes, mais qui vont donner en fait une vision un peu comme une histoire de l'art, de l'histoire de la tapisserie. Donc moi déjà, ce qui m'intéresse, c'est parce que j'ai une vision technique, parce que je vois l'objet pour ses caractéristiques physiques, pour ses potentiels enjeux thermiques ou acoustiques, c'est déjà de le resituer. Et en fait, avec cette posture, ça me permet d'avoir une vision un peu théorique qui est d'envisager la tapisserie comme un objet avec un potentiel immersif.
Aujourd'hui, la manière dont elle vous est présentée, c'est essentiellement dans un cadre muséal avec une mise à distance de sécurité, avec un éclairage très bas. Il faut en fait revenir ou en tout cas se projeter un usage où la tapisserie, elle était déroulée pour des célébrations. C'était un objet mobile événementiel qui était pas que présenté dans des intérieurs pour protéger du froid ou de l'humidité, mais qui était ponctuellement accroché en extérieur et qui subissait le soleil, qui subissait la nuit le mouvement des bougies et qui donc avait un usage qui était beaucoup plus ancré dans ce qu'aujourd'hui on irait chercher avec des nouvelles technologies pour faire de l'expérientiel et de l'immersif. Et puis aussi un autre point qui est important, que vous voyez peut-être là avec les images, c'est que l'histoire de la tapisserie de Lys, c'est une histoire de la copie. On fonctionne avec un modèle au départ et donc on a un lien avec les arts visuels qui est très très fort, qui a amené les lissiers et les lissières, qui sont les personnes qui créent les tapisseries, non pas être uniquement experts de la matière, mais être surtout experts dans le geste d'illusion. Et donc le paroxysme, c'est les années 1700-1800 où on demande aux lissiers d'aller dans la copie de la peinture, pas que dans le côté esthétique où on va utiliser un modèle qui est une peinture et on va retisser un cadre pour donner l'impression qu'il y a un cadre en bois autour du tissage, mais en fait on va vraiment aller chercher à imposer une restitution de la touche picturale de la matière avec le textile et une transcription qui est pixelisée. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette tradition, elle reste. Les modèles, c'est plus nécessairement que des peintures, c'est aussi des photographies ou de l'art numérique. Et on en voit avec l'exemple de la tapisserie que vous avez tout à droite pour vous, ouais. Ou une tapisserie donc, de Bertrand Lavier, d'après Bertrand Lavier, qui a été tissée à la Manufacture des Gobelins, où on a le travail de la matière qui doit donner l'impression d'une restitution d'un néon ou d'un éclairage. Ça, il faut imaginer quand c'était présenté les premières fois à la Galerie des Gobelins, dans une petite salle, on avait joué sur une scénographie qui était assez sombre pour que la lumière, elle rayonne d'elle-même. Et quelque part, il y avait ce potentiel immersif qui revenait. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se rend compte, juste en regardant cette histoire de la tapisserie par la technique, qu'il n'y a pas besoin d'imaginer d'autres scénarios, qu'en fait, plus que jamais, elle existe dans notre époque. Parce qu'on est dans un moment où la création contemporaine, on cherche à faire de l'expérientiel, on cherche à faire de l'immersif, du sensationnel, et en fait, on va le chercher dans un paradoxe avec des nouvelles technologies qui sont celles du numérique en majorité, qui sont désincarnées. Or, nous, on traite ces questions d'immersif depuis 400 ans avec la matière. Donc déjà, en ne cherchant pas très très loin, il y a un scénario qui est intéressant, que moi, je réinscris dans cette démarche de recherche-création, et qui est aussi d'aller chercher des nouveaux outils pour créer la rencontre et voir comment est-ce que je parle de cette histoire de la tapisserie en créant des installations et en cherchant des dispositifs qui eux-mêmes à leur tour vont ancrer la tapisserie dans sa forme et son usage à notre époque. Alors là, tu nous donnes très envie de toucher la tapisserie, de nous rouler dans la tapisserie, de vivre tapisserie, mais en réalité dans un musée c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a quand même des mises à distance, des questions de sécurité, de conservation, c'est pas du tout possible. Donc comment tu fais pour toi traiter cette barrière physique de la mise à distance, de la muséification de l'œuvre? Comment est-ce que tu traites ce sujet? Ben oui, voilà, c'est toute la frustration de se dire que cet objet, quand bien même on se dit qu'il avait un potentiel immersif et qu'avant on coupait à travers, on l'installait comme on voulait, aujourd'hui c'est évident qu'on ne peut plus faire la même chose. Donc moi je crée des scénarios où je vais par exemple user de la nouvelle technologie comme la réalité augmentée pour permettre aux visiteurs d'avoir des détails de tapisserie dans la main. Donc ça passe à travers l'écran, donc évidemment on revient un petit peu sur ce côté dématérialisé par le numérique, sauf que c'est une rencontre entre un objet tissé qui est lui patrimonial, qui est présent dans la salle, et la possibilité avec votre téléphone d'aller jouer avec l'interaction de la main qui va détecter, que le téléphone va détecter pour avoir ces détails qui jouent à travers l'écran. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la tapisserie, lorsqu'on la prend en photo et qu'on l'a ensuite traduite par le téléphone, elle montre une certaine texture. Elle a de très très belles couleurs, il y a une ligne qui devient un peu plus monumentale. Et en fait, c'est l'apport de la technologie dans le scénario, c'est que l'écran va donner justement cette visibilité et redonner cette texture qu'on n'a pas nécessairement quand on crée des scénarios avec de la réalité augmentée et qu'on construit tout en numérique. Donc là, c'est là où moi je vais à la fois chercher ce qu'il y a d'intéressant dans la tapisserie et ce qu'on peut mettre en avant, et ce qu'il y a d'intéressant en moi-même prototypant et faisant des recherches avec la réalité augmentée pour faire se rencontrer les deux.
Et il y a à la fin un objet qui sort de cette rencontre, qui est un petit tissage que vous avez en exemple aussi sur les images où on aperçoit un QR code. En fait, cet objet, c'est lorsqu'on le scanne, c'est ce qui permet de déclencher la réalité augmentée. Donc c'est l'objet symbolique qui rassemble une technologie de l'image ancienne avec une technologie de l'image d'aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui m'intéresse un peu dans la prospection, dans qu'est-ce que le futur, c'est de se rappeler que la tapisserie, c'est un objet qui est très fragile, mais qui passe les années d'une manière assez formidable. Souvent, on l'oublie dans un coin, et puis 400 ans plus tard, hop, on la déplie, on se dit ah bah tiens, qu'est-ce que c'était il y a 400 ans? Et j'aime imaginer un scénario où on redécouvre mon petit morceau de tapisserie, et on se dit mais il y a un QR code dessus, donc ça, c'est aussi la marque de notre époque, c'est aussi ce qui témoigne de notre siècle où on est dans la communication, dans l'idée de condenser l'information et comment on va le transcrire dans d'autres langages. Et donc je construis une petite tapisserie qui n'est pas sur les modèles des manufactures, mais qui incarne aussi notre époque et qui laisse un témoignage pour les générations futures. Alors c'est une approche qui est très pop culture. Est-ce que c'est pas en contradiction avec l'essence de la tapisserie qu'on imagine un peu plus comme un art sacré, ou est-ce qu'on n'a pas compris ce que c'était que la tapisserie? Ben oui, moi je prône la tapisserie désacralisée parce que c'est comme je disais, c'est un objet de célébration, c'est un objet qu'on laissait vivre avant. Il faut imaginer que la tapisserie elle était laissée suspendue et il y avait ces ondulations qu'on tolérait qui créaient une forme de dynamique où, comment dire, quand vous marchiez le long d'une tapisserie avec les ondulations, il y avait des zones que vous découvriez pendant que vous marchiez et ça donnait ce côté spectaculaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une éducation par rapport à l'image qui est absolument plate et lisse et on le voit avec les tapisseries qu'on cherche toujours à fixer un peu plus au mur, on cherche vraiment à retirer tout cet aspect ondulation ou tissu déformé parce qu'on a besoin de saisir l'image dans son intégralité. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de casser un petit peu cette sacralité, mais parce que je suis technicienne et que moi, comme j'ai fait les tapisseries, pour moi, c'est un objet qu'on peut toucher, qu'on peut malmener. Et j'ai envie de partager cette vision et c'est donc là où les nouvelles technologies elles viennent à la fois comme un support et en même temps comme un moyen de créer des nouvelles rencontres et des nouvelles situations. Merci Lauriane. José, Lauriane vient nous parler de l'art séculaire de la tapisserie et des nouvelles technologies et vos savoir-faire, ceux de la Fondation Coubertin, des Ateliers Saint-Jacques, on les imagine aussi ancrés dans un patrimoine de connaissances et de compétences. Et pourtant, vous avez des outils très contemporains. Tu as parlé de forges à induction, vous avez des 5 axes, des fraiseuses, tout type de machines, évidemment un bureau d'études. Alors comment ces technologies très contemporaines se marient avec les nécessités du patrimoine et même des projets haut de gamme pour lesquels vous travaillez, très contemporains? Comment on fait pour concilier les deux? Je pense qu'il faut commencer par ne pas les confronter et d'en faire une réalité d'une part, parce que le premier danger, quand on parle il y a quelques années de la mécanisation que nos pères ont connue, mais plus récemment, et nous étions plein dedans, de la numérisation, tu l'as évoqué Grégoire, la transition numérique, on a souvent craint que ces nouvelles technologies, que ces évolutions technologiques mettraient en danger nos métiers, à proprement dit, sans parler des compétences, mais les métiers, la place de l'homme et de la femme de métier dans tout ça, a souvent inquiété et animé les débats. Or, nous, on a très rapidement, comme beaucoup d'artisans, comme beaucoup d'entreprises, fait le choix de les prendre à bras-le-corps. J'entends par là que ne pas s'en inquiéter, encore moins les esquiver, je pense que ça serait la dernière des choses à faire, notamment avec un sujet qui est l'intelligence artificielle actuellement dans la pratique de nos métiers au sens large, parce que dans nos métiers, vous avez effectivement donc les métalliers, les forgerons, les tailleurs de pierre à l'atelier, mais il y a aussi les chargés d'affaires, les dessinateurs, les directeurs d'atelier, les assistants, les assistantes. Donc il y a tout un lot de compétences qui animent et qui font vivre ces ateliers, et ça fait partie du métier également. Et là, le choix que nous avons fait à la Fondation, c'est de vraiment mettre en place un programme, un parcours d'acculturation, notamment de l'intelligence artificielle,
pour en faire un allié, pour en faire un atout. Pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il faut malgré tout, même si nous sommes une fondation et des ateliers à vocation éducative, à transmission, on y consacre beaucoup de temps à la formation, mais on a quand même une réalité économique qui fait que, comme toute entreprise, on doit être compétitif, et donc à travers le prix auquel nous vendons nos projets, et puis le temps qu'on y dédie, et puis nous avons beau être fondation, on a des contraintes également de temps, il faut qu'on livre à temps les projets. Donc tout faire à la main n'aurait pas de sens aujourd'hui, on multiplierait les temps par 10, par 15. Je pense qu'il est important de savoir utiliser les outils à leur bonne place, et notamment les commandes numériques qui trônent dans chacun de nos ateliers. Tu l'as évoqué, certaines évolutions technologiques, on travaille notamment au niveau de la taille de pierre de la Marborie avec beaucoup de commandes numériques et d'outils au diamant. Le faire à la main serait bien évidemment possible, mais ça n'aurait pas de sens aujourd'hui. Et l'idée et l'approche pour l'intelligence artificielle est similaire à celle de la transition numérique. C'est d'en faire un outil qui nous fera gagner du temps sur toutes les tâches où la femme et l'homme de métier n'auront pas de plus-value. Dégrossir la matière, débiter, aplanir, et on réserve ces tâches, ou en tout cas ces finitions manuelles, la sculpture, la gravure, les finitions donc, à la main, au geste, pour faire perdurer ces gestes de métier-là, qui notamment sont très utiles quand on est sur les chantiers, parce qu'on n'a pas non plus tous les équipements à portée de main. Il est important que nos jeunes puissent continuer donc à se former sur ces gestes de métier. Encore une fois, je ne dis pas que le travail à la main n'est pas utile, ça l'est, notamment quand on démarre dans le métier pendant le cursus de formation initiale, notamment parce qu'il est important à travers ces outils manuels de comprendre et de connaître la matière. C'est en rabotant un morceau de bois à la varlope, c'est en sciant à la main, c'est en réalisant un assemblage à la scie et au ciseau à bois qu'on se rend compte qu'il y a un veinage, qu'il y a une contrainte mécanique, qu'il y a une matière à respecter. Et quand nous passons donc à la machine, qu'elle soit numérique ou non, il y a des réflexes qui s'instaurent. Et encore une fois, il ne faut surtout pas confronter les deux techniques. Ça fait partie d'un parcours. Et comme je l'évoquais à travers l'intelligence artificielle, l'esquiver serait, je pense, pour nous une erreur stratégique dans un terme de compétitivité, comme je l'ai évoqué, mais aussi parce qu'on doit préparer des jeunes que nous accueillons chaque année aux attentes de demain des métiers. Donc du coup, à eux, tout en leur apportant cette culture du métier, de se l'approprier et de l'emmener dans les années à venir. Donc, comme je l'évoquais, la première des erreurs serait de confronter les deux. Alors là, tu nous évoques une situation dans laquelle vous avez un certain recul par rapport à la technologie et vous l'accueillez dans une démarche de réflexion collective d'ailleurs, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des canuts qui ont cassé des métiers à tisser, il y a des ludistes qui ont détruit des usines. Pendant longtemps, la technologie a été considérée comme l'ennemi potentiel des artisans. Est-ce que c'est un débat chez les compagnons encore aujourd'hui? Est-ce que le débat a été épuisé et ça y est, maintenant cette posture que tu partages avec nous, elle est globalement adoptée, ou il y a toujours un sujet autour de la technologie ennemie de la main? C'est un sujet à travers le devenir des métiers qui nous anime, puisque que ce soit chez les compagnons du Devoir ou à la Fondation de Coubertin, et Léo l'évoquait, l'idée c'est d'être en prospective et d'avoir toujours un temps d'avance pour prendre des virages qui s'offrent à nous. Alors, analyser pourquoi certains métiers ont disparu, pourquoi certaines techniques ont disparu, serait un long débat, et je pense qu'on aurait autant de cas de figure que de métiers. Je pense que les besoins évoluent. Au début du XXe, nous avions beaucoup plus de maréchaux ferrants que de mécaniciens. Ça a assez inversé, et ce n'est pas lié à la mécanisation, enfin en tout cas de l'outil, mais c'est lié à l'évolution des moyens de transport. Dans nos métiers, je pense qu'effectivement, alors, on a une évolution des attentes, des habitudes. Aujourd'hui, avoir quelqu'un qui
qui attend pendant 8 mois sa commode, sa bibliothèque, il faut être sacrément convaincu parce qu'on sait qu'on peut aller dans certaines boutiques et repartir avec. Donc il y a une culture aussi qui a évolué, la demande qui a évolué. Mais pour répondre un peu plus finement à ta question, dans nos métiers-là, on ne nourrit pas d'inquiétude. Bon, d'une part parce que nous croyons vivement et fermement à l'intelligence artisanale, encore une fois, et celle-ci consiste aussi à anticiper et à prendre certains virages. Et comme je tentais de l'évoquer, à faire de ces évolutions des atouts, en fait, tout en veillant à ne pas perdre les savoir-faire. Donc c'est un équilibre, c'est un curseur à mettre qui n'est pas toujours évident, parce que la facilité voudrait qu'on puisse peut-être sortir un bloc, un escalier entièrement à la commande numérique. On le pourrait aujourd'hui. En ce qui concerne les ateliers Saint-Jacques et la fonderie de Coubertin, on a voulu vraiment donc prendre à bras-le-corps ces technologies-là pour en faire des alliés de gain de temps, et non pas forcément pour remplacer les femmes et les hommes qui œuvrent dans nos ateliers. Merci José. Léo, on vient d'évoquer la peur de la technologie, qui n'est pas qu'un fantasme, parce qu'il y a vraiment dans le renouvellement des technologies des changements aussi de société qui s'opèrent. Ça, c'est un sujet que tu as traité dans une vie professionnelle précédente, puisque tu as accompagné la création d'une école du toit pour les couvreurs, d'une école aussi, je crois, des plaquistes. Avant d'en arriver là, quelle a été la réflexion qui t'a mené, toi, en tant que designer prospectiviste, à proposer la création d'une école, et qu'est-ce que ces métiers ont d'ultra contemporain aujourd'hui, et en quoi on en a besoin? Alors, effectivement, on parle de métiers, on a des images magnifiques, les ateliers Coubertin sont incroyables, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est des métiers vraiment qui envoient du rêve. Et derrière, on va dire, mais c'est pas tous les métiers. Il y a aussi des métiers dont on entend peut-être un peu moins parler, ou qui sont un peu moins connus du grand public. Je prends le métier de couvreur, par exemple. Si vous allez dans la rue et vous demandez à quelqu'un à Paris qu'est-ce que c'est que le métier de couvreur, j'ai fait l'expérience au moment où je travaillais sur ce métier. Il y avait certaines personnes qui disaient que c'était pour des gens qui faisaient des couvertures, par exemple, de lits. Donc voilà, les gens connaissent pas forcément tout ce métier, et pourtant c'est un des métiers qui est le plus en tension. Qui a le plus de problèmes de recrutement, qui est le métier de couvreur, il y a le métier, qui est un métier avec une composante absolument aussi artistique, créative, le métier de charpentier, les métiers de menuisier. Ce sont des métiers artisanaux dont on a besoin pour, par exemple, rénover les bâtiments, réaliser des innovations, un lapsus révélateur, des rénovations énergétiques. C'est un des leviers absolument fondamental pour réduire la consommation d'énergie en France. Donc, l'énergie dont on dispose est limitée. Vous savez peut-être qu'on importe 99% de notre pétrole, qu'on est encore aujourd'hui extrêmement dépendant des hydrocarbures pour notre mix énergétique, et que donc on a vraiment des intérêts absolument colossaux à mettre en place des solutions pour mieux isoler, réaliser des couvertures plus performantes, etc. Et ça passe par des métiers artisanaux, des métiers qui ont été un peu dévalorisés. On dit voilà, un métier couvreur ou plombier ou plaquiste. Plaquiste, c'est un métier absolument essentiel aussi. Souvent, les filières vont pas forcément orienter, les conseillers d'orientation vont pas forcément orienter les gens là-dedans, alors qu'on a besoin de gens avec un cerveau bien fait pour faire ces métiers. Et donc là, effectivement, c'était dans une précédente vie, mais j'ai travaillé sur ces créations de formations et de solutions pour donner envie à des jeunes de rejoindre ces métiers-là, en travaillant sur un peu l'image, l'identité de ces métiers. Alors, est-ce que ça veut dire que l'évolution actuelle va aussi créer du besoin d'artisanat dans certains domaines ? Alors, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels il va y avoir un besoin d'artisanat.
La question du fait main, je voulais réagir un petit peu par rapport à la mécanisation et la marche du monde vers l'industrialisation et l'automatisation. Donc, quelque part, ça c'est toute l'histoire du XXe siècle où on a extrait de plus en plus de matière, extrait de plus en plus d'hydrocarbures. Ça nous a permis d'automatiser, de gagner du temps, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, avec 1 litre de pétrole, on fait l'équivalent de ce que peuvent faire deux humains pendant 24 heures en termes de puissance énergétique. Hein. Donc, quelque part, l'automatisation, je pense que pour ces métiers artisanaux, c'est aussi quelque part une question un peu de survie. Il faut pouvoir déléguer une partie à la machine. Et en même temps, il faut pouvoir se préparer à différentes éventualités. Et là, on le voit par exemple, là en ce moment, on est en plein blocage du détroit d'Ormuz, donc l'approvisionnement en énergie n'est pas absolument certain. Peut-être que faire des choses à la main, ça va redevenir un sujet. Peut-être que on sera bien content d'avoir des cordonniers pour réparer nos chaussures quand en fait les baskets Nike faites en plastique à l'autre bout du monde commenceront à coûter vraiment très très cher. Donc oui, il y aura des métiers artisanaux dans le futur et je pense que quelque part ces savoir-faire, ces manières d'être au monde, de transformer la matière de manière aussi peut-être un petit peu moins efficace que l'automatisation complète, sont des vecteurs de robustesse de nos modèles de société. Alors tu viens de parler de la question de l'énergie et aussi la question des ressources. Tout ça, ça va avoir forcément un impact sur la pratique de l'artisanat. On imagine que si on travaille par exemple dans la céramique ou dans le verre, les flambées du coût de l'énergie vont avoir un impact certain. On se souvient qu'au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, certains ateliers à Venise ont dû fermer. Certains n'ont même pas rouvert à cause des coûts démesurés de l'énergie. Donc il y a un impact réel de la géopolitique, de l'environnement. Et tout ça, dans votre modèle d'approche, comment on fait pour l'envisager ? Tu m'as parlé de ce scénario improbable à l'époque qui avait été anticipé par EDF. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et nous expliquer comment l'improbable doit faire partie de la prospective pour se donner les moyens d'anticiper demain ? Oui. Alors le scénario dont je t'ai parlé par rapport à EDF, c'était pour illustrer l'intérêt de la prospective. Et en l'occurrence, c'était donc l'équipe de prospective d'EDF qui, il y a quelques années, avait fait un scénario complètement improbable qui était la sortie de l'Angleterre de la zone euro. Voilà. Complètement improbable. Hein. Le jour où il y a eu le Brexit, il y a quelqu'un qui est arrivé sur le bureau de son patron en disant bon, j'ai des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Donc la prospective, ça sert à ça. Ça sert à se préparer à des éventualités qui aujourd'hui ont l'air un peu improbables, mais qui pourraient rationnellement être possibles, qui sont physiquement possibles. Voilà. Et donc pour revenir sur les coûts de l'énergie et sur effectivement, c'est un déterminant absolument clé des futurs possibles. Tu as mentionné les coûts de l'énergie, la guerre en Ukraine. Effectivement, il y a eu des fermetures de verriers à Venise, mais il y a eu aussi, pour reprendre des impacts sur l'artisanat, les couvreurs ont été impactés. Et incidemment aussi, les clients des couvreurs ont été impactés, parce que pour faire des tuiles, il faut des fours, et que ces fours ont besoin de gaz. Et si on a moins de gaz, le prix monte, ça fait de l'inflation. Et ça crée un certain nombre de problématiques en chaîne. Donc concrètement, on voit qu'on est, je le disais tout à l'heure, en France, on importe 99% de nos hydrocarbures. On n'a pas d'hydrocarbures sur notre territoire quasiment en Europe. Et donc, comment on fait pour envisager des futurs ou des développements des secteurs d'activité dans ce cadre contraint ? Et comment vont être réparties l'énergie, mais aussi quelles priorités vont être données aux différents secteurs d'activité. Ça, c'est un des éléments qu'on va modéliser dans nos scénarios. Et je vais reboucler sur la question de l'intelligence artificielle.
l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est absolument pas garanti. Et je dis pas ça en disant ça n'arrivera pas, mais il y a des scénarios possibles dans lesquels l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existera pas du tout de la même manière demain pour des questions énergétiques. On voit aujourd'hui que d'ailleurs le coût de l'énergie et ces tensions qu'il y a sur le blocage du détroit d'Ormuz posent des problématiques pour les data centers. Les data centers de Grok aux États-Unis fonctionnent avec des turbines à gaz, donc de manière off the grid. Il y a des questions énergétiques, mais il y a aussi des questions d'eau. Si vous vous renseignez un petit peu sur les endroits où on installe des data centers, il y a des conflits absolument monumentaux sur l'usage de l'eau. C'est-à-dire qu'on met un data center, le data center va avoir besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Est-ce que les industries qui sont autour sont bien d'accord avec ça? Est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à fonctionner de la même manière? Donc quelque part, c'est des choix de société. Et ça, on est dans une situation où ces choix et ces modalités du futur sont encore très incertaines et qu'il convient d'explorer plusieurs modalités. Voilà. José, quand on a une fonderie où on peut notamment réaliser encore des originaux de la Porte des Enfers de Rodin, si je ne dis pas de bêtises, j'imagine que la question de l'énergie n'est pas anodine. Oui, les ressources et l'énergie. Oui. Est-ce que ce sont des questions auxquelles vous êtes déjà confrontés? Est-ce que c'est un sujet en interne ou est-ce que pour l'instant vous êtes encore épargné dans ce beau bois de Chevreuse où on a l'impression d'être dans un paradis déconnecté du reste du monde? Tous ces soubresauts du monde là, dont on vient de parler, dont Léo vient de nous parler, est-ce que ça arrive jusqu'à vous? Un paradis au terminus du RER B. La matière nous anime depuis de nombreuses années, notamment sur... alors, il nous est difficile, nous, sur l'emploi de la matière première, d'avoir une approche locale, puisque nos ouvrages partent aux quatre coins du monde, quoi qu'il en soit. Par contre, nous essayons de sensibiliser beaucoup les prescripteurs, les clients, les décos, les archis, à la bonne utilisation, au bon choix. Et ensuite, quand le choix se porte sur une essence de bois, sur un métal un peu plus rare, il nous est important effectivement aussi de veiller à sa bonne utilisation. Et c'est là où nous pouvons être force de proposition. Ça, c'est vis-à-vis des clients et prescripteurs. Et nous, en interne, effectivement, sur la matière première, et je reviendrai sur l'énergie, il est important de prendre les devants sur... aujourd'hui des solutions qui s'offrent à nous, sans dénaturer l'ouvrage, sans dénaturer le projet, sans s'écarter de trop de... Alors j'ai parfois un peu de difficulté en parlant des règles du métier parce que ça nous fige un petit peu et c'est pas l'objet, mais il faut, et non plus parler de ce qui est académique et ce qui ne l'est pas, il faut effectivement donner du sens et anticiper ces évolutions-là parce qu'elles sont là, elles sont réelles de toute manière. On a parlé beaucoup du bois, mais aujourd'hui c'est la pierre et l'exploitation de cette matière qui peut aussi poser question quand elle n'est pas tracée ou en tout cas quand elle est douteuse. Donc on apporte beaucoup d'attention, on se déplace énormément, on va systématiquement chercher nos blocs en carrière, on va systématiquement passer du temps sur le choix donc, du bois. Le métal a été longtemps un sujet et commence à l'être aujourd'hui vis-à-vis de notre capacité de production en France et même si tout ne passe pas par le détroit, on est frappé par une hausse importante des coûts de matériaux également. Donc il nous faut là aussi sur ces sujets-là avoir toujours un temps d'avance. Quant aux énergies, notamment la fonderie qui consomme beaucoup de gaz, notamment pour fondre cette matière première qui est le bronze, qui est constitué de beaucoup de matières d'ailleurs, d'un mélange de métaux. Mais là aussi, si demain on était drastiquement contraint de revoir la copie, là c'est pour le coup une technologie, une technique plusieurs fois séculaire qu'il faut revoir entièrement. Donc peut-être que le choix se passera sur d'autres technologies, mais on ne parlera plus de fonderie peut-être. Je dis bien peut-être, j'ai moi non plus pas de boule de cristal. Mais effectivement, ne pas s'en soucier, c'est prendre du retard.
Et est-ce que du côté des prescripteurs, vous avez des demandes de cet ordre-là? On sait que certains grands groupes maintenant ont intégré ça dans leur démarche RSE. Est-ce que ça arrive jusqu'aux prescripteurs qui viennent vous voir? Ou est-ce qu'eux aussi, dans le domaine de l'ultraluxe, sont encore relativement épargnés par ces sujets-là? J'ai pas de réponse toute faite. J'ai presque envie de dire qu'effectivement le RSE est bien ancré aujourd'hui dans l'ensemble du circuit de nos métiers. De la prescription à l'installation et ensuite la restauration pour les faire passer des siècles. Mais on est toujours confronté aussi à quelques caprices, à quelques exigences, d'avoir l'ouvrage plutôt prévu, de le faire voyager par avion parce que ça permet de l'avoir plus rapidement alors qu'il y a d'autres solutions. Donc il y a encore un peu de chemin. Mais voilà, parce qu'on est avec des clients et des prescripteurs exigeants. Merci. Lauriane, pour que les métiers restent contemporains, il faut les faire évoluer. C'est ce que je comprends du témoignage de José. Toi, tu travailles sur une évolution de ton métier qui pourrait paraître comme un retour en arrière. Tu travailles sur la teinture végétale. Peux-tu nous expliquer en quoi cette tradition de teinture végétale serait l'avenir de ton métier alors qu'elle prend racine plutôt dans son passé ? Oui, alors la question de la coloration végétale pour la grande histoire de la tapisserie de Lys, c'est pas anecdotique, c'est pas une question de tendance, ça s'inscrit vraiment dans un retour aux sources. Là, vous êtes dans l'enclos des Gobelins. Gobelins, ce mot, peut-être vous le connaissez par l'école des Gobelins, qui est une école de l'image, ou peut-être que ça vous fait d'autres références, mais en fait, ça vient de Jean Gobelin, qui, si je ne me trompe pas, dans les années 1500, était un très célèbre teinturier installé ici, parce que par rapport à... Enfin, avec d'autres ateliers, il profitait des propriétés de la Bièvre, qui est un ruisseau qui coulait pas très loin. Et ça a fait l'identité de ce quartier. C'est pour ça que les manufactures royales aussi, après, dans la continuité, se sont installées ici. Et dans cette grande histoire, vous avez aussi l'atelier de teinture au Mobilier National, qui est assez connu, qui a accueilli, dans les années 1800, le célèbre chimiste Eugène Chevreul, qui a mis en place le cercle chromatique, qui était à la fois un moment de rationalisation de l'usage des couleurs, et aussi ce moment où le synthétique arrivait et où on a commencé à faire un maximum d'essais avec ces nouveaux pigments dans les métiers de tapisserie, parce que les besoins justement sur la copie du modèle imposaient d'aller chercher des tons, des demi-tons et de manipuler énormément. Donc l'histoire de la coloration en France, elle a quand même un lien très très fort avec ce site ici. Et donc pour moi, dans ma pratique, de revenir à de la coloration végétale, ça peut pas être juste on revient sur un passé sans se dire en quoi c'est cohérent. Parce que si on en est venu à utiliser du synthétique, c'est pas une question de résistance ou de dureté dans le temps, c'est vraiment une question de manipulation où lorsqu'on utilise du végétal, on a différents pourcentages et différentes formules et c'est pas si simple lorsqu'on veut changer les quantités pour obtenir le même résultat de juste multiplier le coefficient, ce qui est peut-être un peu plus facile avec notamment du synthétique. Et donc moi, dans ma démarche, parce que je ne suis pas coloriste de formation, ça a été d'aller me former auprès notamment de Pérégrine, qui est géré par Virginie Lagerbe, notamment avec le campus Mana, pour ne pas devenir spécialiste, mais au moins comprendre, lorsque j'intègre ce savoir-faire, ce que ça dit de moi, ma pratique, là où ça fait écho, là où ça ne fait pas écho. Et ce qui m'a plu, c'est de me rendre compte que dans la coloration végétale, il y a le fait de posséder toutes les étapes du tissage, ce qui dans ma démarche, moi, n'était pas le cas parce qu'on a des teinturiers qui font le travail. Et puis surtout, d'intégrer que utiliser de la coloration végétale, c'est aussi donner cette histoire dans la tapisserie. Et je reviens à cette histoire de tapisserie qui est toujours la copie du modèle et qui a une sorte d'autorité qui vient par le modèle qui est donné par un artiste. Le fait d'intégrer de la coloration végétale, et je vais plus loin parce que je pose aussi la question des ressources de fil. Je n'utilise pas de la laine, par exemple, qui est normalement la fibre majoritaire pour la tapisserie. Je m'intéresse au chanvre, qui est en réintroduction en France, qui a des propriétés thermiques qui sont à l'opposé de la laine, puisque ça peut isoler, conserver le froid et isoler de la chaleur.
Et je trouve que c'est intéressant, par exemple, parce que le chanvre tel que c'est aujourd'hui traité industriellement, ça permet d'avoir un fil solide et extrêmement uniforme. Là où autant on le produisait en France, on l'utilisait pour de la corde parce que c'était pas noble et que c'était complètement irrégulier. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça met en avant comment est-ce que d'un coup l'industrie elle devient pertinente. Et surtout, comment est-ce qu'on va valoriser des savoirs, valoriser des pratiques qui ont du sens pour l'objet et qui permettent à l'objet de porter en lui, avant même de se poser de la question de ce que ça représente et du lien avec le modèle, d'avoir un objet qui va porter en lui une vision, un narratif qui participe à ce qu'on cherche et aux enjeux de notre époque. Donc la coloration végétale, elle vient non pas juste comme un outil, mais aussi parce qu'elle raconte quelque chose et qu'elle célèbre des savoirs. Et qu'en soi, c'est un élément qui est beau. Une tapisserie qui est uniquement faite avec un jaune, un bleu, un rouge qui est issu du végétal ne rayonne pas de la même manière que du synthétique. Et donc ça pousse aussi à avoir cette sensibilité. Je reviens à ce qu'on disait, la question de l'immersif dans le textile. Si le public voit la démarche, il va avoir cette curiosité de découvrir l'objet, de s'en approcher, de ne pas essayer de le saisir comme cette composition sacrée qui est une sorte de référence d'une grande histoire du roi ou à une tapisserie mythologique, mais tout simplement de s'intéresser à la matière pour ce qu'elle dit en elle-même. Dans ta pratique, Lauriane, il y a à la fois donc, cet intérêt pour la teinture végétale, teinture naturelle, et puis tu intègres également la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Il y a une espèce de grand écart comme ça qui nous amène dans une vision prospective du métier. Hein, pour reprendre les scénarios que Léo évoquait, il y a un peu du slow tech et du terra incognita, quoi, de la technologie à outrance d'un côté, et puis du retour à une espèce de temps long où on va justement se donner la possibilité de faire soi-même ses couleurs, de les faire vivre et évoluer, parce que la coloration végétale, elle évolue dans le temps, mais de façon positive, elle se patine, elle gagne en qualité. Donc toute cette, tous ces opposés, comment tu fais pour les concilier dans ton travail et comment t'imagines, toi, du point où tu te situes, l'évolution du métier de lissier, de lissière. Aujourd'hui, toi, tu as une approche artistique, mais est-ce que pour tes camarades qui sont encore au Gobelin, tu imagines une évolution de ce métier? Est-ce que toutes les tapisseries demain auront leur QR code ou d'autres techniques? Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres fibres vont rentrer dedans, qu'elles vont fonctionner avec d'autres contextes de représentation? On évoquait les spectacles, on évoquait des installations. Enfin, comment tu vois ton métier demain? Ce que j'encourage déjà, c'est énormément de curiosité. Et moi, ça a été ma chance dans mon parcours. C'est qu'à un moment où j'ai quitté cette institution et puis j'ai réintégré une formation à l'ENSI pour un master spécialisé création et technologie contemporaine. Et je pense que c'est ce qui m'a donné le goût, mais que j'avais déjà en étant créative, qui était d'aller tester, d'aller prototyper. Donc le fait d'utiliser à la fois l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et après de mettre à la coloration végétale, déjà ça me permet d'avoir un discours critique, de me dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et puis surtout de remettre ça dans un contexte, comme on l'a un peu évoqué, qui est politique, qui est économique et qui est social. Et puis après, c'est un grand terrain de jeu dans lequel pour reprendre ce que vous disiez, José, sur le fait de former la jeune génération aux outils de demain, ça peut être aussi parfois être formé à ça pour se rendre compte qu'on n'a pas envie de l'utiliser et de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de l'utiliser et qu'on va prioriser un autre outil et qu'on va dans le discours justement expliquer pourquoi est-ce qu'on va plutôt vers cet outil. Donc ma vision future pour mon métier, c'est vraiment un encouragement à de la curiosité, à une abolition des frontières. C'est un peu peut-être basique de dire ça, mais je viens vraiment d'un milieu où il y a une sorte d'ancrage académique et ce rapport artiste-artisan qui est quand même toujours bien en place. Donc il y a vraiment une invitation à dépasser ça, et ça passe par notre propre situation en tant qu'artisan, qui est un moment aussi de nous-mêmes pousser la porte de l'atelier, pas se dire nécessairement que ça viendra de l'extérieur, mais plutôt nous se mettre dans cette position
de recherche, de curiosité. C'est pas toujours évident. Moi, les premières fois où j'ai commencé à coder, c'est vrai que c'était pas attendu d'une personne qui a passé 10 ans derrière un métier à tisser. Et pourtant, quand j'ai compris un peu le mécanisme du code, je me suis rendu compte que je pouvais recréer un tissage en ligne de code, pas pour montrer que le code le fait lui-même, mais pour voir dans quelle mesure je peux écrire un langage du tissage par du code. Et ce genre de situation, ça arrive justement parce qu'on n'est pas avec des a priori, parce qu'on est très volontaire et curieux de beaucoup de choses. Donc, sur le métier futur, oui, c'est peut-être un peu basique de dire ça, mais vraiment, soyons curieux, soyons créatifs. Et peut-être... alors là, c'est peut-être un peu un engagement social, mais il faut aussi que les environnements suivent et accompagnent. On a l'exemple avec la Fondation Coubertin qui a toute une dynamique qui est très positionnée dans les enjeux d'aujourd'hui, mais c'est vrai que pour l'artisanat d'art, on est toujours un peu dans cette dualité de comment exister, comment vivre au XXIe siècle. Et il y a des questions tout simplement de financement, de soutien par des statuts qui sont plus que jamais mises à mal et qu'il faut à tout prix protéger. Donc je dirais qu'il y a aussi cette compréhension de nos conditions de travail et ne pas les fantasmer, ne pas tomber dans un storytelling dans lequel on s'intéresse uniquement à l'objet qui est fini et pour lequel on ne s'intéresse pas de toute cette démarche en amont de recherche qui est très difficile et parfois compliquée à faire financer. Merci. José, pour le futur de vos métiers, je sais que vous avez mis en place dans vos ateliers une réflexion sur l'interfaçage de toutes ces machines-outils avec le bureau d'études et avec l'IA. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place cette réflexion? Est-ce que c'est une nécessité? C'est pour occuper vos salariés entre deux chantiers? Ou est-ce qu'il y a un vrai enjeu derrière tout ça? Il y a un vrai enjeu d'anticipation, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, parce que ça va vite dans les deux sens. Léo le soulignait, si ça se trouve, demain, dans 5-8 ans, nous nous poserons d'autres questions, mais aujourd'hui, effectivement, la priorité pour nous, c'était d'avoir la maîtrise de ces évolutions. Et puis, on a une spécificité, c'est que toutes les compétences dans un atelier sont très liées, dépendantes les uns des autres. Si on veut que tout soit fluide, il faut que tout soit bien huilé. Et on a un bureau d'études qui travaille beaucoup sur les études, sur les chiffrages, sur les projets en cours. Et du coup, donc, on doit aussi, nous, dans nos process, c'est toujours difficile de parler, enfin, délicat de parler de process dans l'artisanat, mais à cette dimension-là, on y est contraint. On doit s'assurer que tout soit le plus fluide possible, parce qu'on a vite fait effectivement d'enrayer un petit peu donc la machine d'un atelier, parce que effectivement ça suit pas au niveau des études, ça suit pas au niveau des machines, et dans cet esprit-là, on doit aussi veiller à ne pas être dépendant complètement donc de la machine, parce que voilà, ça reste de la mécanique avec son lot de surprises, de pannes, d'imprévus, et donc il nous faut là aussi pouvoir rebondir, d'où l'importance aussi de travailler différemment, ou à la main, ou traditionnellement. Donc du coup, il y a beaucoup de liens entre toutes ces étapes-là, et on doit veiller à le nourrir, ce lien, parce que sinon, si on les cloisonne, ça devient très compliqué. Merci. Léo, j'aimerais non pas te donner le mot de la fin, mais en tout cas donner un mot d'ouverture, parce que je pense qu'un sujet comme ça mérite d'être vraiment débattu largement, et peut-être dans le public il y a des questions. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est celui finalement de la notion de service en fait liée à l'artisanat. Moi, il y a un concept que j'aime bien, une idée que j'aime bien. Alors c'est vraiment une théorie, hein, je la partage avec vous. C'est que l'artisanat, c'est pas un modèle de production, c'est un modèle de société. C'est-à-dire que en réalité, ce qui est intéressant dans l'artisanat, quand on prend un pas de quand on fait un pas de côté, qu'on prend un peu de recul, c'est de s'apercevoir que c'est beaucoup d'interactions humaines, beaucoup d'interdépendances, et que si on considère le Moyen-Âge, qui a été un peu la référence pour William Morris, pour John Ruskin, pour certains grands penseurs de l'artisanat au XIXe siècle, peut-être qu'il les intéressait non pas parce que c'était une période où il y avait des chevaliers, où on croyait encore aux dragons, aux chimères, mais parce qu'il y avait une forte interdépendance qui nécessitait en fait une relation de confiance, un niveau de confiance. Et il me semble que dans certains modèles de projection, cette notion de relation de confiance, elle est également présente. C'est
c'est une forme d'économie qui est différente, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est ça ? Est-ce qu'on peut placer l'artisanat dans l'idée de cette économie de la fonctionnalité, notamment à travers, tu viens d'évoquer José, la maintenance, la réparation, tout finalement, toute cette attention, ce soin qu'on prend aux choses et qui est très lié en fait à la pratique de l'artisanat. L'artisanat, c'est un domaine où on répare, où on maintient, où on fabrique des objets qui sont durables. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un scénario envisageable, cette économie de la fonctionnalité ? Alors complètement, je pense que l'artisanat et les objets artisanaux sont par essence plus durables. On a aussi plus envie de les garder. Quand on a des belles chaussures, on a plus envie de éventuellement la faire ressembler 4 fois. Plutôt que de la mettre à la poubelle, puisqu'elle a été bien faite. Il y a un beau piqué Goodyear, donc le fil qui passe en haut et en bas de la semelle pour vraiment maintenir. Donc oui, je pense qu'il y a clairement une carte à jouer de l'artisanat dans l'économie de la fonctionnalité. Et je voudrais aussi revenir sur la question de l'outil. Vous avez tous les deux abordé la question de l'outil. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour moi ce rapport de l'artisan à l'outil. Quelque part, l'artisan, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise son outil, qui s'approprie son outil. Et il y a un enjeu aussi pour être peut-être résilient au futur dans le fait de pouvoir s'approprier l'outil. Ça, je pense que c'est un gros danger de l'intelligence artificielle, c'est quelque part on a des outils qui permettent d'arriver rapidement à une fin en court-circuitant un certain nombre de processus créatifs et qui surtout, dont le fonctionnement est propriétaire de grandes entreprises qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est vraiment pas bien, c'est simplement que voilà, c'est comme ça, on déporte un petit peu quelque chose qu'on maîtrise vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et il y a peut-être des entre-deux. On peut peut-être réfléchir à, par exemple, faire tourner des IA en local qui ne seront pas forcément dépendantes de data centers, qui sont peut-être un petit peu moins performantes, mais au moins on aura la main dessus. Peut-être des IA qui ne sont pas des boîtes noires, dont on comprend un petit peu le fonctionnement et éventuellement pouvoir adapter des paramètres. Donc vraiment avoir la main sur l'outil, pouvoir s'approprier le monde. Moi, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer aussi dans ma pratique. Garder la main sur les outils pour gagner en résilience. Voilà. Merci Léo. Alors maintenant, je propose au public, s'il y a des questions, de les poser tout simplement. Éventuellement, José et Lauriane, si vous voulez réagir aux propos de Léo, évidemment, vous êtes les bienvenus, mais la parole est maintenant au public. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans le public ? Ou est-ce que nous avons abreuvé de bonnes paroles jusqu'à plus soif ? J'ai l'impression que ce futur vous a soit ravi, soit désespéré, mais en tout cas, il vous a saturé. Donc, écoutez, dans ce cas-là, je vais remercier mes invités. Merci beaucoup Léo, merci José, merci Lauriane. C'était un grand plaisir de vous avoir à nos côtés ce soir. Quant à vous, cher public, je vous donne rendez-vous à l'automne prochain, le programme... Le 3 novembre, me dit Valérie, le 3 novembre prochain pour la première rencontre des rencontres des savoir-faire qui vont redémarrer donc à la saison prochaine. Un grand merci à vous et à très bientôt.